Bienvenue tout le monde dans cette première séance d'une série de séances dédiées principalement à l'apprentissage du langage de programmation Julia. Donc, je vous souhaite de passer un bon moment tous ensemble sur cette thématique. Alors, d'un point de vue organisation, donc, je vais commencer par vous introduire dans le monde de Julia. Donc, vous avez toujours la possibilité d'interagir avec moi à n'importe quel moment. Donc, il suffit de lever la main. Comme ça, on pourra discuter disons, au fur et à mesure que la formation se déroule. OK, tout le monde? C'est bon. Donc, je vais partager avec vous. Donc, est-ce que vous arrivez à voir l'écran? C'est bon. Donc, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, disons que cette première séance, ça sera une séance introductive en langage de programmation Julia. Donc, cette présentation aujourd'hui sera axée autour des points suivants. Donc, on va principalement parler des types et des structures de données gérées par le langage de Julia, savoir les nombres avec leurs différentes variantes, les caractères et les symboles, les séquences prédéfinies ou les collections de données telles que les chaînes de caractères, les tuples, les tableaux, les arrays, les dictionnaires et les ensembles. Et en fin de compte, on va aborder le sujet des fonctions dans Julia. Donc, ça ne couvre pas tous les types gérés par Julia. Donc, Julia possède aussi ce qu'on appelle, disons, des types qui permettent d'étendre le système de typage géré par ce langage de programmation à travers les structures et les énumérations. Donc, cette deuxième partie, le typage, on va la laisser à une autre séance. Donc, on va principalement se focaliser sur, disons, les types de base, comment ils sont définis, comment ils sont gérés, comment ils sont implémentés au niveau du langage de programmation Julia. Mais avant de se lancer dans cette quête concernant les types et les structures de données gérées par ce langage, commençons d'abord par voir un petit peu de quoi il s'agit. Julia, qu'est-ce qui fait sa différence avec les autres langages de programmation, tout ça. Donc, le langage de programmation Julia, disons qu'il a débuté avec nous depuis, si je ne me trompe pas, 2012. C'était développé au niveau du MIT aux États-Unis. Et donc, aujourd'hui, il est à sa version 1.11. Euh, disons, la version d'utilisation journalière, c'est la 1.11 et la version, disons, à support, c'est la 1.15. Ce qu'on va utiliser au cours de cette formation, c'est la version LTS, ça veut dire la 1.10.5. Mais disons, les exemples qu'on va aborder aujourd'hui sont aussi implémentables sur la version 1.11. Ce qui, disons, caractérise Julia, c'est le fait qu'il y a une sorte de compatibilité entre les différentes versions. Donc, on n'a pas ce problème lorsqu'on passe d'une version à l'autre. Les programmes qui ont été écrits dans l'ancienne version ne vont plus marcher sur la nouvelle version. Il n'y a pas ce problème au niveau de Julia. Alors maintenant, Julia, c'est quoi?
Disons que Julia, c'est un langage de programmation qui présente les caractéristiques suivantes. Donc, j'ai listé ici les principales caractéristiques, sinon il y a d'autres caractéristiques plus ou moins importantes. Donc, je vais principalement me focaliser sur ce que vous êtes en train de voir dans la présentation. Donc, d'abord, c'est un langage de haut niveau, au même titre que, disons, le Python, le Ruby, ou le Java, ou ce type de langage. Donc, ça veut dire que, oui, s'il vous plaît, le micro. Merci. Donc, c'est un langage de programmation qui utilise une syntaxe très proche de la langue courante utilisée par les êtres humains, ce qui rend son apprentissage très facile et sa maîtrise, disons, ça ne demande pas grand-chose. En plus de ça, c'est un langage dynamique ou à typage dynamique. Ça veut dire vous n'avez pas besoin à spécifier le type les variables que vous utilisez au niveau du langage pour pouvoir les utiliser. Le compilateur de Julia fait la tâche à votre place. Donc, il suffit de faire l'affectation de la valeur que vous voulez utiliser au niveau de cette variable et automatiquement le compilateur va essayer de prédire le type adéquat à utiliser pour cette variable. Mais disons, à l'opposé de Python, pour lequel, disons, le typage il est à titre décoratif, dans Julia, le typage, lorsque vous l'utilisez, tout simplement, il va mettre une sorte de contrainte au niveau des valeurs que vous pouvez attribuer à votre variable. On va voir cela un peu plus loin. Mais il faut toujours garder à l'esprit cette différence entre Python et entre Julia. Les deux, ce sont des langages dynamiques, mais lorsqu'on utilise le typage dans Julia, il va le prendre en compte. Et donc, lorsque vous voulez passer une valeur, par exemple, supposons que je vais initier, par exemple, une variable dans laquelle je vais stocker, par exemple, un entier. Et disons que je me trompe, au lieu de passer à cette variable une valeur entière, je vais lui passer par exemple une valeur complexe. Alors tout simplement, le compilateur va détecter qu'il y a une non-compatibilité entre le typage déclaré au niveau de votre variable et entre la valeur que vous essayez de passer à cette variable. Et par conséquent, il va tout simplement élever une erreur. Donc, si vous utilisez le typage, donc il faut respecter ce que vous déclarez comme type pour les différentes variables que vous utilisez dans votre programme. Par contre, si vous ne l'utilisez pas, bah, tout simplement, c'est le programme en lui-même, le compilateur lui-même, qui va faire la tâche de la détermination du type le plus adéquat à utiliser pour cette variable. Alors, il y a aussi un langage très flexible, donc ça, il vous permet de faire des manipulations, disons, très complexes au niveau le code que vous essayez de mettre en place pour gérer les différents problèmes que vous essayez de résoudre en utilisant ces outils. Il est extensible, donc déjà au niveau du système de typage Diallo, il est très riche. Et en plus de cette richesse, il permet, à travers, comme je l'ai dit tout à l'heure, à travers les structures et les énumérations, d'étendre encore ce, ce système de typage. Donc, disons que sur le plan théorique, il n'y a pas de, disons, de limite à ce qu'on peut faire avec ce langage. Mais disons que sa principale importance réside dans le fait que c'est un langage dédié pour le calcul scientifique, ou là orienté pour le calcul scientifique. D'une manière générale, Julia, c'est un langage général, c'est-à-dire on peut l'utiliser pour les différentes tâches de programmation, mais lorsqu'on l'utilise dans un cadre de calcul scientifique, il est encore plus performant et il arrive même à rivaliser avec les langages traditionnels qui règnent dans ce domaine-là, tels que le C ou le Fortran. Donc, c'est un langage très fort au niveau disons, la résolution des problèmes liés au calcul scientifique. Et en fin de compte, c'est un langage multiparadigme et multiplateforme. Donc, on peut l'installer sous Windows, on peut l'installer sous Mac, on peut l'installer sous Linux, il n'y a aucun problème. Et aussi, on peut l'utiliser dans différents cadres de programmation, commençant par la programmation procédurale,
en passant par la programmation orientée objet et en utilisant aussi la programmation fonctionnelle, Julia permet de gérer les différents paradigmes de programmation. Mais si je dois, disons, attirer votre attention sur une chose, c'est que la programmation orientée objet dans Julia, elle est un petit peu différente de la programmation orientée objet dans le Java ou le C++ ou le Python. Il y a, disons, une adaptation de la notion de programmation objet aux spécifications du langage. Donc, on va revenir sur ce point-là lorsqu'on va aborder ce sujet. Donc, s'il n'y a pas de questions autour de ça, je peux passer à autre chose. C'est OK? OK. Donc, comme je l'ai dit au début, vous avez toujours la possibilité de m'arrêter, de poser vos questions. Donc, je vais supposer que je peux continuer. Donc, si vous avez des questions après, vous pouvez toujours les poser. Alors, comme on le fait pour n'importe quel langage, on commence toujours par le petit fameux script introductif dans lequel on écrit notre premier langage. Disons, c'est un code partagé par tous les langages. On commence par le fameux Hello World. Alors, dans Julia, euh, on peut réaliser ça en utilisant ce qu'on appelle le REPL de Julia. C'est une sorte d'un terminal interactif dans lequel on peut entrer les instructions de Julia et les exécuter, disons, à la manière que ça s'effectue dans MATLAB ou là dans Python. C'est le même principe. Donc, pour moi, j'ai choisi de travailler sur Pluton Notebook. Donc, c'est une sorte disons, d'interface interactive dans laquelle je peux mettre mon code et l'exécuter directement. Et donc, les instructions que je vais taper, ou que j'ai déjà tapées, vous pouvez les reproduire dans le REPL de Julia. Et comme ça, vous pouvez avoir le même résultat. Il n'y a aucun problème. Donc, le code de notre premier programme, il est très simple. On va utiliser principalement trois composantes. Donc, la première composante, c'est la fonction println. Donc, cette fonction-là, ça va nous permettre de communiquer avec la sortie standard. Dans notre cas, ça sera le terminal, tout simplement. Donc, les arguments qu'on passe à cette fonction vont être analysés et puis mis en forme, puis affichés au niveau de la sortie standard. Ensuite, la deuxième composante, ce sont les parenthèses. Donc, en général, les parenthèses, ça représente sous Julia un tuple. Donc, toujours le nom de la fonction s'attend à ce qu'on lui place les arguments sous forme de tuple. Alors, dans notre cas, le tuple il contient un seul argument, c'est la chaîne de caractères hello world. Et donc, lorsqu'on va combiner ces trois composantes, le nom de la fonction, le tuple qui contient l'argument à passer à cette fonction, et en la troisième composante, la chaîne de caractères, une fois on fait ça, et puis on demande à la cellule de s'exécuter, parce qu'on va obtenir ce message. C'est le message qu'on va voir affiché tout simplement dans le terminal. Donc, c'est notre premier programme, il est tout simple. C'est, disons, la façon avec laquelle Julia tout simplement va gérer les choses dorénavant. Va gérer les choses pour interagir avec les différentes composantes, que ce soit les entrées, que ce soit les sorties, que ce soit les autres instructions qu'on va mettre à l'intérieur de notre programme. Donc là, il s'agit d'un type ou d'un programme simple. Cependant, il y a toujours possibilité à partir de ce programme simple, de dégager que dès le départ, Julia utilise différents types pour reconnaître les différentes composantes de notre programme. Comme je l'ai cité tout à l'heure, le programme il est composé de trois composantes. On a d'une part la fonction println. Alors sous Julia, la fonction println, c'est une sorte disons, d'objet aussi, de type géré par le langage de programmation. Et donc, lorsque
on va faire appel à cette fonction. Julia, tout simplement, va chercher est-ce qu'elle est déclarée le programme principal ou non. Si elle est déclarée, ben, tout simplement, il va charger le programme, le code qui s'exécute lorsqu'on appelle cette fonction. Il va le charger dans la mémoire. Il va attendre qu'on passe à ce code-là, tout simplement, les arguments sur lesquels va travailler ce code-là pour pouvoir produire une sortie. Donc, le premier type manipulé par Julia dans ce programme, c'est d'abord la fonction println. Donc, println elle-même, c'est un type. Donc, on peut remarquer ça facilement. Donc, on peut dire, par exemple, je vais prendre println comme nom de fonction et je vais demander à Julia de me donner le type. Donc, comme vous voyez ici, il va me retourner le type. Il va me dire que println, c'est un singleton de fonction. Donc, c'est une fonction, il appartient le type d'elle, les fonctions en général. Donc ça, c'est le premier type géré par Julia dans ce programme qu'on vient disons, de présenter. Le deuxième type, c'est, disons, ce qui est délimité par les parenthèses. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, les parenthèses sous Julia, en général, on les utilise pour définir des tuples. Et le tuple, comme on va le voir, c'est une sorte de type géré par Julia. La troisième composante, c'est la chaîne de caractères. Et donc, la chaîne de caractères elle-même, c'est un type que Julia manipule et utilise pour stocker les données et manipuler les données que les programmes de Julia essaient de transformer, de modifier ou d'utiliser pour produire certaines sorties ou les sorties désirées en général. Et donc, ce qu'on peut dire au niveau de Julia, c'est un langage, disons, centré, on a axé sur les types. Donc, tout ce qu'on va manipuler à l'intérieur de Julia, il y a derrière, disons, un système de typage très fort. Et puisque c'est le cas pour Julia, donc on va commencer d'abord par analyser ce système de typage. Donc, la section suivante, ça sera tout simplement les types et les structures de données dans Julia. Alors, ce qu'il faut savoir à ce niveau-là, c'est que le système de typage dans Julia, c'est un système hiérarchique. Okay. Donc, on a le sommet, ce qu'on appelle le type ANY. ANY, ça, on l'utilise pour, disons, là, le compilateur l'utilise pour, lorsqu'il n'arrive pas à inférer, par exemple, le type de la donnée que vous êtes en train d'utiliser. Donc, tout simplement, il va utiliser any, disons, comme étant un type qui englobe toutes les possibilités de type que Julia peut gérer. Et donc, ça, c'est, disons, le sommet de notre système de typage. Et au fond, on a tout simplement les types natifs, donc comme exemple les entiers codés sur 8 bits, ou là sur 16 bits, ou là sur 32 bits, ou là sur 64 bits. Donc ça, c'est le fondement du système de typage. Donc on a une certaine hiérarchie, et cette hiérarchie, bah, tout simplement, le système, le langage de programmation de Julia va l'utiliser pour mener ces différentes opérations. Et donc, on va voir après qu'en utilisant cette hiérarchie, on peut réaliser disons, des codes très sophistiqués, très puissants, très complexes et, disons, qui permettent des manipulations très avancées des données qu'on peut passer à nos programmes. Donc ça, au niveau du système de typage. Alors, pour avoir une idée du système de typage de Julia, comme on a une petite instruction qui nous permet d'afficher le système de typage. Alors, il suffit, par exemple, de prendre le type supérieur, par exemple, disons le type ANY, et de taper tout simplement sub types. Donc, lorsque vous faites ça, et vous exécutez cette commande, ben vous aurez la liste de tous les types qui sont en dessous de ce type principal. Et là, il les retourne sous forme d'une liste. Vous voyez bien que la liste, elle est très longue. Et donc, cette liste-là, ben, tout simplement, chaque élément de cette liste
Si on le passe comme argument pour la fonction subtype, il va nous retourner aussi les types qui sont à l'intérieur, et ainsi de suite. Donc, on peut voir le système de typage de Julia comme un arbre, ok, dont le nœud, la racine principale, c'est le type Eli, et lorsqu'on se dirige vers le dessous, cet arbre commence disons, à se ramifier pour créer de nouveaux types, et il nous donne aussi la possibilité d'étendre ces ramifications encore plus loin par le biais la possibilité d'étendre les types à travers les structures et les énumérations et peut-être d'autres objets que Julia peut manipuler. Donc ça, c'est une chose qu'il faut garder à l'esprit, c'est que le système de typage de Julia, il est structuré, il est sous forme d'arbre, ok, commençant par Eni et se terminant par les types natifs tels que, on va voir ici par exemple, si je me dirige un petit peu vers le bas, on va se retrouver avec les types natifs tels que les entiers, les flottants, les booléens. Alors là, puisque le programme déjà contient des bibliothèques préchargées, donc on aura du mal à trouver. Voilà. Alors, par exemple, si je prends par exemple ici, c'est un petit peu. Voilà. Si je prends par exemple les entiers, donc les entiers, sous les entiers, on va trouver les booléens, les entiers signés, les entiers non signés. À l'intérieur des entiers signés, on va trouver les big int, les int sur 128 bits, sur 16 bits, sur 32 bits, sur 64 bits. Et ces nœuds-là n'ont pas de fils, ben, tout simplement parce qu'ils sont à la fin de la hiérarchie qui gère le système de typage de Julia. Et donc, c'est pour cette raison qu'on les appelle des types natifs. Donc, il n'y a rien en dessous. Par contre, ils ont des parents, et leurs parents ont aussi des parents, jusqu'à ce qu'on remonte vers le type. C'est bon? Est-ce que cette notion de système de typage hiérarchique arborescent est claire pour vous? Donc, on commence, comme on le fait pour les autres langages. On va commencer d'abord par les types les plus simples et on va avancer vers les structures de données plus complexes. Donc, on va commencer par d'abord parler un petit peu des nombres sous Julia. Vous savez bien que sous Python, on a combien le langage Python en natif, combien de nombres il peut gérer? Quels sont les types de nombres qu'il peut gérer? Vu que je parle à un public averti en se basant sur ce que vous avez rempli, sur ce que vous avez rempli le formulaire, donc vos connaissances en langage de programmation sont un petit peu avancées. Alors, est-ce que vous pouvez me répondre oralement sur cette question, s'il vous plaît? Les types gérés par les types de nombres gérés par Python, par exemple. Si je prends Python comme exemple. Vous ne savez pas? Les int, les floats, Comment? lorsque vous parlez de type, ça veut dire les classes, les int, les floats, euh, Oui, 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 tout ça, oui, ça. oui, oui. Vous savez bien que sous Python, tout est classe, donc les nombres ils sont gérés à travers deux classes principales. Donc vous avez d'une part les entiers, et vous avez d'une part les flottants. C'est ça ce qu'on trouve sous Python. En native. OK? C'est bon. Alors, sous Julia, les choses sont un petit peu différentes. Alors, si on regarde, par exemple, au niveau des nombres, alors les nombres tous remontent à la même racine,
voilà, disons, un parent, disons, supérieur, appelé par Julia Number. Donc, si vous regardez au niveau de la présentation, on a ici Number, sur lequel on va mettre tous les types de nombres que Julia peut gérer. Et ce type Number a, disons, trois fils, je pense, trois fils principaux, ou là, deux fils. On a les complexes et les réels. Donc déjà, je rectifie s'il vous plaît, même sous Python, il y a aussi, en plus les flottants et les entiers, il y a les complexes. Okay. Même si les complexes, c'est tout simplement une sorte de composition entre les, disons, soit en utilisant les entiers, soit en utilisant les flottants. Mais déjà, disons que c'est une classe à part. Donc, on a trois classes sous Python. On a les complexes, on a les entiers, on a les flottants. Alors, sous Julia, on a d'abord disons, un objet, disons, très général, qu'on va appeler nombre, ok. Et sous cet objet général, on va trouver deux grandes classes. On a d'une part les complexes et on a d'autre part les réels. Alors, vous voyez bien qu'en dessous des complexes, il n'y a pas d'autres fils. Ça veut dire que les complexes c'est un type terminal, donc on n'a pas d'autre type qu'on peut dégager des complexes. Par contre, les réels, on a plusieurs types disons, là que Julia gère. Donc, on a d'abord la catégorie des flottants abstraits. Alors, à l'intérieur des flottants abstraits, ça englobe les flottants définis sur 64 bits, les flottants définis sur 32 bits, les flottants définis sur 16 bits, et aussi les flottants, les big flottants. Les big flottants, tout simplement, ils sont définis sur, disons, si je ne me trompe pas, sur 32 bytes et non pas bits. Ça veut dire on arrive à 256 bits. Ça, ce sont pour, disons, des codes qui manipulent, des codes principalement dirigés vers le calcul scientifique qui nécessitent un degré de précision très élevé. Sinon, les floats 64, parfois 32, c'est entièrement suffisant. Alors ça, c'est la catégorie de abstract flow. Ça veut dire que ces quatre types, on peut les dériver à partir de l'abstract flow, qui est un sous-type du type real, qui est un sous-type de nombre. La même chose, on va se retrouver avec ce qu'on appelle l'abstract irrationnel, les nombres irrationnels. Ils constituent disons, un type à part. En dessous desquels on va trouver les irrationnels. On va revenir sur les irrationnels un peu plus loin. Julia aussi permet aussi de gérer disons, les flottants à virgule fixe. Donc, tout à l'heure, on parlait des flottants, ou là, les décimaux à virgule flottante. Là, il s'agit de décimaux à virgule fixe. Dans la catégorie des entiers, on a les booléens, les entiers signés, les entiers insignés, non signés. Et ce qu'on peut remarquer ici, c'est que Julia permet, disons, la présente, la offre différents niveaux de précision pour ce type de données. Donc, on a la possibilité de manipuler des entiers de 8 bits, comme on a la possibilité de manipuler des entiers de 128 bits. Alors, le big int, ça va dépendre principalement des propriétés de la machine sur laquelle vous tournez le compilateur de Julia. Sur certaines machines, il va vous afficher comme taille maximale 128 bits. Sur d'autres machines, ça sera 256 bits. Donc, ça va dépendre des caractéristiques de la machine. La même chose pour les nombres non signés. Donc, on a les non signés sur 8 bits, 16, 32, 64, 128. Et après, on ne dispose pas pour, disons, un big unsigned. Donc, disons, les développeurs du langage de programmation n'ont pas vu l'intérêt de mettre ici un big uint. Peut-être que le uint 128 est entièrement suffisant pour gérer les nombres non signés. Et en fin de compte, on a aussi comme type spécial des rationnels.
Vous savez ce que c'est les rationnels? Vous avez une idée? S'il vous plaît, vous pouvez répéter la question? Je n'ai pas bien entendu. Les rationnels, est-ce que vous avez une idée ce qu'on veut dire par les rationnels dans ce contexte? Les nombres qui peuvent être écrits sous forme de A divisé par B? Oui, avec A entier et B entier. C'est ça. Oui. Donc, Julia les gère d'une manière indépendante. Ok. Donc, c'est un type à part. Il fait partie des réels aussi. Donc, c'est un sous-type des réels. Et comme vous le voyez, c'est un type terminal. Il n'y a pas d'autres défis pour ce type. Alors, maintenant, une fois on a une idée un petit peu claire sur les différents nombres gérés par Julia, donc on peut un petit peu approfondir nos connaissances euh, autour de la manière utilisée pour déclarer ces types, pour les manipuler. Donc, si je commence par exemple par les entiers, en général, les entiers appartiennent à la classe, le type euh, abstrait integer. Je vais vous poser ici une question. Est-ce que vous avez une idée sur la différence entre type abstrait et type concret? C'est lié à la taille qui prend sur la mémoire. Un type concret Non, défini. non, 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 non. Autre suggestion, à part si c'est Badr. Non, vous n'avez pas une idée? Alors, un type abstrait, c'est un type, disons, qu'on ne peut pas implémenter directement au niveau d'IL. Ça veut dire qu'on ne peut pas déclarer une variable, lui passer comme type, le type abstrait, puis lui affecter une valeur. Tous les valeurs, lorsqu'on veut passer une valeur à une variable donnée, tous les valeurs, ils ont un type concret, implémentable. Le type abstrait, c'est un type qu'on va utiliser sous Julia pour mettre des contraintes sur, disons, la manière avec laquelle vont se comporter les variables, que ce soit à l'intérieur d'autres blocs, que ce soit à l'intérieur de fonctions, que ce soit à l'intérieur de structures et tout ça. Donc, c'est ça la différence entre concret et abstrait. C'est que le concret, ça, on va l'utiliser parce que il est relié directement les valeurs qu'on va introduire ou qu'on va stocker dans les variables, alors que le type abstrait, ben, on va l'utiliser principalement pour mettre des contraintes, pour mettre des conditions sur l'acceptation ou le refus des les valeurs qu'on va passer aux variables. C'est clair? OK. Alors, commençons par. Alors, sous Julia, pour déclarer un entier, comme j'ai dit, comme je l'ai expliqué, puisque Julia, disons, c'est un langage dynamique. Donc, on peut faire l'affectation directement. Ça veut dire, je choisis le nom de la variable, puis j'utilise l'opérateur d'affectation, puis je mets la valeur. Donc, le nom de la variable, on va le placer toujours à gauche.
l'opérateur d'affectation, ça sera toujours au centre, entre le nom de la variable et la valeur affectée à cette variable. Et puis, en fin de compte, la valeur qu'on va passer à cette variable-là. Donc, si on utilise cette structure, oui, Hey, une question? Ok, je continue. Donc, si on utilise cette structure, bah, on va arriver à déclarer notre variable. Prenons un exemple ici. Donc, je vais prendre par exemple, je vais choisir n. Donc, ça, c'est le nom que je vais affecter à la variable. Pour le moment, n ne veut rien dire pour le langage de programmation. Ça veut dire si j'exécute ça, là, tout simplement, j'aurai une erreur parce que tout simplement, le n n'est pas défini. Ok, c'est une variable qui n'est pas liée à une valeur spécifique à l'intérieur du langage de programmation. Donc, pour cette raison, on a cette erreur qui apparaît. Donc, pour qu'elle soit définie, donc je dois lui affecter quelque chose. Et l'opérateur d'affectation qu'on utilise ce jour-là, c'est tout simplement l'opérateur égal. Et après, je vais lui passer tout simplement disons la valeur que je vais entrer à l'intérieur via la valeur, via la variable m. Et donc, puisqu'on parle ici d'entier, donc je vais mettre n'importe quel entier. Par exemple, je vais prendre 25. Voilà. Et j'exécute. Et voilà, maintenant, ma variable n, il est reconnu par le langage. Et il sait bien que c'est une variable qui contient la valeur 25. Alors après, si je veux connaître le type de cette variable, bah, tout simplement, je vais commencer d'abord par créer un bloc pour isoler cette partie du code du reste, pour que je n'aurai pas encore des interférences avec le reste du code. Donc là, c'est bien. Alors je peux mettre, par exemple, je peux mettre type of n, comme ça, pour reconnaître le type. Et donc, vous voyez bien que le langage me retourne qu'il s'agit d'une variable de type entière, le int ici, avec, disons, un nombre de bits égal à 64 bits. Donc, c'est disons, la valeur par défaut, ok, qu'utilise qu'utilise le compilateur d'Julia pour disons, déterminer ou pour stocker les entiers à l'intérieur des variables qui sont reconnues comme étant des variables entières. Alors, je peux changer ce comportement par défaut. Donc, je peux, au lieu, par exemple, de prendre n comme un entier d'IL 64 bits, puisque je suis seulement à 25, donc je peux diminuer encore le nombre de bits utilisés pour stocker cette variable. Et dans ce cas-là, je dois tout simplement mettre une contrainte sur ma variable. Alors maintenant, si je mets la contrainte que je vais mettre, c'est tout simplement, je vais dire à la variable n que tu dois accepter les valeurs entières codées sur 8 bits seulement et non pas sur 64 bits. Donc maintenant, si je pose, disons, ici int 8 et j'exécute, vous voyez bien maintenant que même si la valeur passée 25, comme on l'a vu tout à l'heure, la valeur passée 25 pour le compilateur, le comportement par défaut, il va l'avoir comme étant un type, disons, un entier codé sur 64 bits. Mais le fait que j'ai mis au niveau de la variable une contrainte sur la taille de l'entier à stocker dans cette variable, ben, tout simplement, il va faire automatiquement une conversion de type et il va lire tout simplement la valeur comme étant un entier codé sur 64 bits et non pas un entier codé sur un entier codé sur 8 bits et non pas un entier codé sur 64 bits. Donc ça, pour s'en assurer, je vais par exemple dépasser disons, la valeur maximale que supporte le int 8. Est-ce que vous pouvez me dire la valeur maximale? C'est quoi la valeur maximale? Pour un codage sur 8 bits. Non, 255, c'est pour les types non signés. Les types non signés, oui. Oui, c'est 127 pour les valeurs positives et moins 128 pour les valeurs négatives.
Donc, c'est ça. Et donc, maintenant, si je mets par exemple pour type, si au lieu de mettre par exemple 127, je vais mettre par exemple 128 et j'exécute. Voilà, j'ai une erreur. Tout simplement, c'est une erreur de dépassement. Parce qu'il s'attend à des valeurs qui sont comprises à moins 128 jusqu'à 127, alors que je lui ai entré 128. Donc, il ne va pas gérer disons, les dépassements d'une manière automatique. Il va se dire, par exemple, lorsque je vais dépasser, je vais retourner à moins 128 et je stocke la valeur de moins 128 à l'intérieur de la variable. On ne va pas faire ça. Tout simplement, lorsqu'il détecte un dépassement, tout simplement, il va générer une erreur. Pour la simple raison, c'est que une fois vous spécifiez le type de la variable, donc le compilateur va lui associer disons l'emplacement de la mémoire fixe. Donc lorsque vous passez à cette variable une valeur qui dépasse la capacité de stockage de cet emplacement, bah, tout simplement vous aurez un débordement. Et pour ne pas avoir des problèmes au niveau de la gestion de la mémoire, le compilateur va tout simplement arrêter le processus de la translation de code en code exécutable, parce que tout simplement, s'il exécute le code de cette façon, bah, tout simplement, il va écraser un emplacement de mémoire qui n'a pas le droit pour l'écraser. Et donc, tout simplement, ce qu'il va faire, c'est qu'il va élever une erreur, il va élever une exception sous forme d'erreur et il va terminer l'exécution du programme. Et donc, sous Julia, il faut faire attention à ce type de manœuvre, surtout lorsque vous déclarez les types les variables. Par contre, si vous ne déclarez pas les types les variables, ben, tout simplement, les dépassements ne vont pas, disons, se manifester, sauf si si vous êtes en train de manipuler des entiers très grands, parce que sur 64 bits, en disant les entiers qu'on peut manipuler, ils ont des valeurs très grandes, mais par hasard, si vous vous trouvez devant un code qui a besoin de manipuler des entiers avec une taille plus grande que celle, disons, permis par la représentation sur 64 bits. Dans ce cas-là, il faut faire attention à élever la taille de la variable, à élever le type de la variable et passer à 128 bits, sinon à big int pour pouvoir gérer cette situation. Donc là, c'est à cause disons, le débordement. Donc si je mets moins 128 cette fois-ci, donc ça va marcher, ça, il n'y a aucun problème. Alors là, dans ces deux tableaux, tout simplement, j'ai mis la capacité de représentation de chaque type en termes de bytes. Donc, vous voyez bien que pour le int 8, c'est 1 byte, le int 16, c'est 2 bytes. Le big int et le int 128, c'est 16 bytes. 16 bytes. Ça dépend, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la machine sur laquelle tourne Julia maintenant. Et sur ma machine, il a une taille de 16 bytes. Ça veut dire que c'est 128 bits. Okay. On a les mêmes caractéristiques pour les entiers non signés, donc la même chose. Alors, par contre, si on veut déclarer un entier comme étant big int pour, disons, des manipulations un petit peu, disons, nécessitant une capacité de représentation plus large, on peut toujours faire appel au service le big int. Et on va revenir sur cette question pour présenter un exemple. Par exemple, on, on va explorer comment, par exemple, développer une fonction qui calcule le factoriel. Vous savez bien que le factoriel, à chaque fois qu'on augmente la valeur de l'argument, la valeur de retour devient de plus en plus grande. Et donc, pour pouvoir afficher le factoriel pour des valeurs, par exemple, de 234 ou la 1024, utiliser la représentation sur 64 bits de la somme est entièrement insuffisante. Donc, on sera contraint d'utiliser le big int pour pouvoir afficher la valeur de calcul de cette fonction. Donc ça, c'est au niveau disons, de la représentation des nombres entiers sous Julia. Donc on a de la diversité, les types qu'on peut utiliser selon le contexte dans lequel on utilise les variables et la nécessité,
euh, disons, nos attentes en termes de capacité de stockage, la capacité de représentation. Donc, on a la possibilité de passer de 8 bits jusqu'à 128 bits sans aucun problème. C'est entièrement gérable sous Julia. Alors, je pose aussi une question. Par exemple, sous c'est combien la capacité maximale que vous pouvez gérer en termes de bits au niveau des entiers? Sur une machine de 64 bits. Mhm, 32 bits, oui. Sauf que le C, on a cette possibilité d'avoir les short int, les long int et les int tout normal. Donc je pense que sur une machine de 64 bits, je ne sais pas est-ce qu'on peut monter jusqu'à 64 bits la représentation, surtout pour les long int. J'ai pas fait le test, mais disons que au-delà de 64 bits, vous n'avez pas cette possibilité-là. Ça veut dire que pour pouvoir manipuler des nombres qui demandent une capacité de représentation plus grande, vous serez contraint d'élaborer de nouveaux, disons, structures qui permettent ce type de manipulation. Sinon, utiliser disons, les variables, les types natifs via le langage pour pouvoir faire ces manipulations, c'est impossible. Par contre, sous Julia, c'est offert d'une manière native. Okay, vous n'avez pas à développer vous-même, disons, des, des types nouveaux qui vous permettent d'aller plus loin au niveau de la taille de représentation des variables. Donc, ce qui est un point très fort pour Julie. Alors là, j'aimerais bien aussi noter une chose, c'est que peut-être dans certains codes, vous allez voir que on peut aussi déclarer, disons, l'entier, par exemple ici, au lieu de mettre int 64, je peux mettre seulement int, comme ça, et ça va marcher sans aucun problème. Mais vous voyez bien, lorsque je demande au compilateur quel est le type de la variable n, il me retourne int64 alors que je l'ai déclaré comme int. Donc, où est le problème? Est-ce qu'il y a une sorte de, disons, de violation de la règle qu'on a énoncée tout à l'heure, lorsqu'on a dit que lorsque vous spécifiez le type de la variable, donc il devient impossible de lui passer quelque chose qui est ou là, un type qui est différent de celui spécifié. Alors qu'ici, on voit bien que ce que j'ai spécifié comme contrainte, j'ai déclaré ma variable n comme étant un entier de type int. Lorsque je demande au compilateur de me retourner le type qui a été reconnu par ce dernier, il me retourne int64. Est-ce que vous pouvez me répondre sur cette, disons, anomalie apparente entre ce que j'ai déclaré et ce qui est retourné par la fonction typeof? Vous avez une idée? Non, 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 c'est pas un type, disons, abstrait. Int, c'est un type concret.
Non, c'est pas question de type par défaut. Non, c'est pas ça. Tout simplement, il y a ce qu'on appelle la notion sous Julia, la notion d'aléa. Donc, int sera l'aléa ديال int 64. Ou là, tout simplement, باش ما نقولوش int 64 parce que si vous tournez votre langage de programmation Julia sous, par exemple, une machine de 32 bits, bah, tout simplement, il va vous retourner int 32 au lieu de int 64. Donc, c'est une sorte de... le langage va alléger la notation de type. Au lieu d'écrire int 64, bah, il vous permet de tout simplement utiliser int en faisant, en admettant d'une manière, disons, implicite que lorsque vous utilisez int, vous voulez dire tout simplement c'est int 64. C'est un aléa, tout simplement. C'est une autre façon pour appeler le int 64. À la différence des types abstraits qui ne sont pas des aléas, ben, ce sont des parents des types concrets. C'est ça la différence entre les deux. Donc, int ici va tout simplement représenter disons, l'entier maximal que peut supporter votre machine d'une manière hardware. Donc, si votre machine est de 64 bits, ben, tout simplement, int, ça sera de 64 bits. Si elle est de 32 bits, ça sera de 32 bits. Si elle est de 16 bits, ça sera de 16 bits. Et ainsi de suite. Et vous allez trouver la même chose au niveau de l'entier non signé. On a aussi, par exemple, si j'utilise ici, au lieu de int, je mets uint, comme ça. J'enlève le signe moins. Donc, vous voyez bien que le uint, c'est tout simplement le uint 64. Donc, il épouse directement la taille maximale que peut supporter votre processeur lorsque ce dernier gère les entiers. Donc, tout simplement, il va travailler avec des entiers de 64 bits. C'est bon, c'est clair? Alors, toujours dans la catégorie integer, donc on a les entiers, on a aussi la notion de booléen. Donc les booléens sous Julia, même s'ils représentent un type à part, mais ils sont, disons, ils appartiennent au niveau de l'arborescence, ils appartiennent à la branche des entiers. Et donc, les booléens dans un langage de programmation, ça va nous permettre tout simplement de gérer les tests conditionnels. Donc, savoir est-ce qu'un test, est-ce qu'il est vrai, est-ce qu'il est faux. Et en général, sous Julia, on a deux valeurs pour les booléens. On a le true et on a le false. À la différence de Python, le true commence par un T minuscule et le false commence aussi par un F minuscule. Donc, les booléens en général, en Julia, ils ont un les deux valeurs. Il n'y a pas d'autre valeur, puisque c'est booléen tout simplement. C'est binaire. Donc, ça, c'est disons, le dernier type dans la catégorie les entiers. Donc, si on revient ici, l'arborescence, donc on a tous les entiers, on a les booléens, on a les entiers signés et on a les entiers non signés. Voilà. On a aussi la possibilité sous Julia, si on veut par exemple voir quelles sont les méthodes ou les fonctions. Tout simplement, on va revenir sur la différence entre fonction et méthode sous Julia, mais pour le moment, on va prendre les méthodes comme étant des fonctions. Tout à l'heure, on va faire la différence. Donc, les méthodes ou les fonctions sous Julia, on peut, pour chaque type, connaître quelles sont les méthodes qui sont définies pour ce type-là, qui manipulent au niveau de l'un de leurs arguments le type entier. Donc, pour obtenir ce résultat, il suffit de venir ici et taper, par exemple, je vais venir ici et taper, par exemple, je veux par exemple voir quelles sont les méthodes qui manipulent les booléens, par exemple. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement utiliser méthode suite, comme ça. Ça, c'est une fonction prédéfinie dans Julia. Et je passe le nom le type. Donc, puisque je parle des booléens, donc je mets bool et je exécute. Et voilà. Donc, j'aurai ici toute une liste des méthodes qui
disons, qui contient dans la liste de leurs arguments le type booléen. Vous voyez bien que c'est une très longue liste. OK? La même chose, on peut la faire pour les entiers, les int par exemple, 64 bits. On peut faire la même chose. On va obtenir une autre liste. Voilà. Ça, c'est la liste des entiers, par exemple. Par exemple, la longueur une chaîne de caractères, elle manipule comme, disons, un argument, ou les deux arguments de type entier. Les itérateurs, la fonction itérate aussi manipule un argument de type entier, et ainsi de suite. Donc, disons que sous Julia, lorsque vous déclarez une fonction et vous spécifiez les types les arguments que prend cette fonction, alors la fonction va se transformer en méthode. Et cette méthode-là, ben, tout simplement, lorsque vous utilisez la fonction méthode suite, si la méthode que vous venez de déclarer manipule le type, ben, tout simplement, il va apparaître dans cette liste. Okay? Donc, ce que vous voyez ici, ce sont toutes les méthodes qui permettent la manipulation de, disons, le type int. Et vous pouvez recommencer la même chose pour le type int8, pour le type int8, pour le type int16, pour le type, je ne sais pas, dans les types entiers. Donc, vous pouvez faire la même chose pour obtenir les méthodes gérées par le langage de programmation et voir chaque méthode, qu'est-ce qu'elle fait. Je prends par exemple la méthode rem. Hein? Le reste, il y a la division entière. Donc, REM, ben, tout simplement, il prend un type disons, 64 bits, puis un type de type 16 bits, et il vous retourne la valeur, une certaine valeur, la même chose. On a ici toutes les variantes qui peuvent manipuler le type entier. Pour la même, si vous regardez bien, la même fonction REM, mais avec disons, des arguments différents, on a des paramètres à typage différents. Et donc, ça, c'est, disons, la manière de Julia d'intégrer la programmation orientée objet. Donc, pour le moment, je viens juste de tirer l'attention sur ce constat, sinon on va le développer dans d'autres séances d'une manière plus détaillée. Donc, chaque type d'Julia possède des méthodes qui lui sont, on ne va pas dire des méthodes qui lui sont associées, mais des méthodes pour lesquelles la liste d'arguments contient le type concerné. Et donc, on peut toujours remonter à la méthode et voir leur prototype, comment il est déclaré. Après, on peut appeler le head pour savoir comment les utiliser. Et lorsqu'on veut leur passer comme argument, par exemple, un type entier de différentes capacités, ou de différentes capacités, c'est ça. Alors, la deuxième catégorie des nombres, c'est les nombres à virgule flottante, donc les floats. Alors, sous Julia, on a aussi différents types de floats. On a de décimaux virgule flottante. Donc, on a les floats codés sur 16 bits, sur 32 bits, sur 64 bits, sur 128 bits et sur 256 bits. OK? On a aussi la possibilité de représenter sous Julia, disons, des nombres décimaux utilisant le concept de la virgule fixe. On a aussi cette possibilité. Sauf que ce n'est pas offert par, disons, d'une manière native. Donc, on doit faire appel à d'autres modules, donc des modules externes. On doit les charger dans l'environnement de travail pour pouvoir utiliser la représentation à virgule fixe au lieu de la représentation à virgule flottante. Pour faire la différence entre entier disons, et flottant, on va tout simplement se baser sur la syntaxe de la valeur introduite au niveau de l'opération d'affectation. Donc, si le nombre contient
le fameux point qui sépare la partie entière de la partie décimale. Donc, il va disons, le considérer comme étant un flottant. Si il ne le contient pas, bah, tout simplement, ça sera un entier. Donc, il n'y a pas une grande différence ici entre le C++, le Python et le Julia au niveau de l'inférence le type la variable flottante. Donc, il va se baser principalement sur l'existence le point qui joue le rôle de la tout simplement pour dire est-ce qu'il s'agit d'un entier ou d'un flottant. C'est clair jusqu'à maintenant? C'est bon? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui? Oui, c'est bon. Si c'est bon, maintenant je vais poser une question. Quel est le type de la constante pi? Sans faire l'expérience. Donc soyez honnête avec moi, s'il vous plaît. Ne faites pas l'expérience, le REPL pour savoir le type. Essayez disons, de la prédire, tout simplement. Je pense que ça serait lié aux valeurs irrationnelles, vu que c'est... Oui, c'est ça. C'est un irrationnel. Donc, le pi, ce n'est pas un flottant. Okay, même si je le tape ici, je vais prendre une petite cellule ici. Voilà. Donc, si je tape le pi, donc déjà le pi sous Julia, il est déclaré par défaut. Donc, on n'a pas besoin d'importer disons, la bibliothèque math pour pouvoir l'utiliser. Déjà, sous Julia, il n'y a pas de bibliothèque math. Les fonctionnalités mathématiques sont implémentées par défaut à l'intérieur de la bibliothèque, disons, standard de Julia. Donc, on n'a pas besoin de faire appel à un module externe pour pouvoir utiliser les constantes, les fonctions mathématiques. Donc, si je tape ici pi et j'exécute, vous voyez bien qu'il me retourne une valeur, disons, flottante. Okay, c'est un chiffre avec un certain nombre de digits après la virgule. Mais si je lui demande de me retourner le type, type of, il me donne que c'est un irrationnel. OK? Alors, si je veux l'utiliser, par exemple, dans le cadre disons, d'une addition, d'une multiplication, il faut faire attention. OK? Alors, sous Julia, ça ne pose pas de problème parce que l'addition, la multiplication, déjà, l'opérateur d'addition, la fonction d'addition, la fonction de multiplication, il intègre automatiquement, il intègre une méthode qui peut gérer l'addition entre un irrationnel ou un flottant. C'est déjà programmé. Mais supposons que ce n'est pas le cas. Donc, il faut faire une sorte de transformation de type, une sorte de conversion pour convertir le type pi. Alors, par exemple, je peux faire, par exemple, float 64. Voilà, je vais monter encore à 128 pour avoir plus de valeur. 128 pi. Et je tape ma float. Ah, ok, 128. Ok. Là, on reste 64. Voilà. Donc maintenant, il me dit que le pi, c'est tout simplement un flottant de 64 bits. Et maintenant, vous voyez bien que le nombre des valeurs, il est fini. Tout à l'heure, vous avez remarqué ce caractère fini des valeurs après la virgule, les chiffres après la virgule. Est-ce que vous avez fait attention? Le nombre des digits après la virgule. Oui ou non? Regardez ce qu'on a. Donc après le dernier set, on a des points. Ça veut dire que il y a une infinité de chiffres. C'est ça la notion d'irrationnel. Ça veut dire qu'il y a une infinité de chiffres pour représenter la valeur.
OK? Donc, Julia a introduit disons, ce type ou ce type, tout simplement, pour prendre en compte de la nature infinie de certains nombres, de certaines constantes les mathématiques. Est-ce que vous pouvez me rappeler une autre constante qui a le même comportement? À part le pi. L'exponentielle. Oui, le e. Il y a l'exponentielle de 1. L'exponentielle de 1, c'est la même chose. Donc, on aura un chiffre aussi infini. Et donc, pour le représenter, on va voir que ce Julia, il appartient à la catégorie d'IL, les irrationnels, et non pas d'IL, les flottants. Alors que sous les autres langages, il n'y a pas de différence entre les irrationnels et les nombres rationnels. Donc, on les considère tous comme étant des flottants et on les représente avec une certaine taille au niveau de l'amorti et l'exposant. Et donc, ça sera soit 64 bits, soit 32 bits, soit 16 bits, ça dépend du contexte dans lequel on utilise le chiffre flottant. Alors, la conversion, on a toujours la possibilité au niveau des types de passer d'un type à un autre. Donc, pour faire ça, soit on utilise ce type de notation, ça veut dire on fait appel disons, au nom le type, suivi de la valeur à transformer. Donc, dans ce cas-là, par exemple, je passe d'une valeur de 64 bits, OK, 365, c'est un entier codé sur 64 bits, et je transforme tout simplement en, disons, en un entier non signé sur 16 bits. La même chose, je peux la faire en utilisant les floats. Donc, on peut faire cette transformation en utilisant les floats, en spécifiant, disons, tout simplement le type de la variable dans laquelle on va stocker la valeur. Donc, je prends la valeur n qui est une valeur entière. Donc, ce n'est pas une valeur entière. Après, on a déjà transformé cette valeur en nombre non signé. Toujours les nombres non signés sous Juliette sont représentés sous leur forme hexadécimale. Donc, pour revenir à la valeur, disons, décimale, il suffit de les précéder par un int, et comme ça, vous aurez la valeur décimale. N'oubliez pas que le int que vous utilisez ici comme type, c'est le même qu'on l'utilise comme fonction pour faire cette transformation. Et donc, il faut faire attention à utiliser le int avec i majuscule et non pas i minuscule comme on le fait sous Python, par exemple. Sous Python, pour faire ce type de manipulation, int, c'est un i minuscule. Dans le cas de Julia, c'est un i majuscule. Et donc, on peut tout simplement spécifier le type de la variable qui va contenir la valeur de n, et on passe n à ce type-là, cette variable-là, x, et donc la transformation se fait d'une manière, disons, implicite. On peut aussi utiliser la fonction convert. Donc, la fonction convert, elle prend, disons, deux arguments. Le premier argument, c'est le type qu'on veut obtenir, hein, c'est la destination, le type qu'on veut, vers lequel on veut évoluer. Et le deuxième argument, c'est la variable qui contient la valeur, disons, ancienne. Et donc, en utilisant convert, on peut faire aussi la conversion de type. OK? Et donc, ce sont les trois façons pour réaliser la transformation de type. Alors, si je vous dis, il y a un autre type de manipulation qui ne peut en aucun cas être catégorisé en tant que conversion de type. C'est ce qu'on appelle la réinterprétation. Donc, la conversion, qu'est-ce qu'on fait? On prend la valeur numérique et on essaie de voir cette valeur numérique. Est-ce qu'on peut la réécrire comme une valeur, disons cette valeur entière par exemple, est-ce qu'on peut la réécrire comme une valeur flottante? Est-ce qu'on peut la réécrire par exemple comme un flottant de 32 bits, ou 16 bits, ou 64 bits? Et le tour est fait, sans aucun problème. Par exemple, si je prends 355 comme entier, donc, je peux l'écrire comme un flottant de 32 bits, ça sera 365.0f0. Et je peux l'écrire aussi comme un flottant 16, il n'y a aucun problème, ça sera toujours 355. Par contre, maintenant, même 365, j'essaie de le réécrire comme étant
ou là de le réinterpréter comme étant un entier non signé, ou là, par exemple, un flottant de taille 32 bits, ou là, par exemple, je ne sais pas, un entier de taille 8 bits. Donc là, c'est autre chose. La réinterprétation, il est basée sur, disons, le nombre de bits existants représentant le nombre et la disposition les 1 et les 0 à l'intérieur. Donc, ce que vous êtes en train de faire, c'est tout simplement prendre avec la séquence binaire et au lieu de la lire comme étant un entier, vous allez la lire comme étant soit un flottant, soit autre chose. Donc, ça, c'est la réinterprétation. Est-ce que vous voyez la différence entre les deux? Avant de passer les exemples. Sur le plan conceptuel, est-ce que vous avez compris la différence entre conversion et réinterprétation? Ok, apparemment, il y a toujours une ambiguïté au niveau de l'assimilation du concept de la réinterprétation. Donc, au lieu de redire les mêmes explications que je viens d'annoncer, donc je vais partir d'un exemple et après voir est-ce que les choses ont devenu plus claires ou non. Donc, prenons par exemple cet exemple-là. Je vais déclarer par exemple un caractère C. Donc, je vais prendre par exemple ce caractère-là en Unicode. Donc, ça sera, disons, un petit lapin, comme ça. Voilà. Voilà. Donc, ça, c'est, disons, c'est une variable char. Donc, isolons le code d'abord. Voilà. Donc, si je demande la nature de la variable, donc ça sera tout simplement c'est type of. Voilà. Il va me dire que c'est char. C'est un caractère. OK? Donc, en général, un caractère, il est codé toujours sur 8 bits. Je m'excuse, je vous dis, c'est sur 32 bits. Donc, maintenant, si je demande le code de ce caractère, donc si je prends par exemple ce caractère et je demande le code dialogue, donc ça sera un uinter 32 de ça. Et je vais afficher le résultat ici. Voilà. Donc, en binaire, voilà, en hexadécimal, bon, hexadécimal, binaire, c'est la même chose. En hexadécimal, ce caractère-là, comment on l'appelle, une petite icône, on a un petit symbole, auquel il y a le latin. Numériquement, on le génère en utilisant le code. Donc, c'est 0, 3, 4, F1, et après des 0. Donc, c'est codé sur 32 bits. OK? Alors, lorsque je passe ça à mon langage de programmation, donc pour lui, puisque le C, il l'a inféré dès le départ comme étant un caractère, donc tout simplement, il va le reconnaître comme étant un caractère, il va m'afficher ce symbole-là. OK? Il va m'afficher cette petite image, il y a le lapin. Mais prenons la valeur numérique là, si je la prends comme ça, et je la copie, et je la mets maintenant dans sous cette forme. CTRL V. Et j'applique. Est-ce que maintenant il m'affiche disons l'image de le lapin au niveau de la sortie? Qu'est-ce que j'ai? J'ai une valeur numérique. Vous êtes d'accord? Il a été réinterprété par le langage comme étant un uint8 et non pas un caractère, alors que c'est le même code. Alors, pour rendre l'idée plus claire,
Passons à autre chose. La même valeur. Maintenant, je vais me demander à mon langage de la lire comme étant un float 32. Toujours c'est 32 bits. Okay? Le nombre de bits, c'est le même. On n'a pas changé le nombre de bits. Maintenant, je demande à mon langage de programmation de la relire d'une autre manière. Comme s'il ne s'agit pas d'un entier, comme s'il ne s'agit pas d'un entier non signé, comme il ne s'agit pas d'un caractère, mais cette fois-ci d'un flottant codé sur 32 bits. Donc maintenant, si je passe ça à ma valeur, attendez, réinterprète, pardon, réinterprète, ah oui, le P, réinterprète, c'est ça. Voilà. Donc maintenant, lorsqu'il va la lire comme étant un flottant, il va me générer la valeur 1,79 F-40. Voilà. Est-ce que maintenant vous avez compris? Toujours en manipulant la même séquence binaire. Donc la réinterprétation, c'est tout simplement changer le codage. Hein? Au lieu de lui dire que cette séquence binaire, ça représente disons, un entier, ou là ça représente par exemple un caractère, ou là ça représente par exemple un tableau, ou là une matrice, ou là ça représente par exemple un flottant. J'ai toujours la possibilité, en se basant sur le même nombre de bits, de lui demander de le considérer autrement. Tout simplement, ce que je dois vérifier, c'est que la taille ou le nombre de bits que je vais utiliser correspond le nouveau système de typage vers lequel je veux évoluer. Alors que la conversion, non. La conversion, tout simplement, ça sera toujours la même valeur. Si je prends ici, par exemple, 355, là où la 335, et je lui demande de la considérer comme étant un flottant, converte vers le flottant, par exemple, float 32,7, ça sera toujours 355. Ce qu'il va ajouter, c'est seulement 0.0 pour dire qu'il s'agit d'un flottant. Alors que tout à l'heure, si vous prenez la valeur de tout à l'heure, je vais revenir. Excusez. Je reviens vers cette valeur pour l'afficher numériquement. Int. Voilà. Prendre ça comme un entier pour que ça soit clair. Pour que vous voyez que c'est différent de la valeur flottante qui a été affichée. Vous voyez bien ici que c'est 128 048. 48, oui. Alors que pour le nombre flottant, c'était 1,79. Est-ce que vous avez compris la différence entre réinterprétation et conversion? C'est bon pour tout le monde? C'est clair l'idée? Dans la conversion de type, on conserve la valeur numérique. Ce qu'on fait, c'est tout simplement changer son type. Et donc, c'est très courant entre les entiers et les flottants. Okay? Par contre, lorsque je demande la réinterprétation, ça veut dire tout simplement, je vais regarder la séquence binaire et au lieu, par exemple, de considérer tous les bits pour former le nombre entier, je vais considérer une partie des bits pour former la mantis et une autre partie de bits pour former l'exposant. Et comme ça, j'aurai un nombre flottant totalement différent du nombre entier que j'ai utilisé pour le départ. C'est clair? Donc, c'est ça la différence entre les deux. Le premier ne tient pas en compte la séquence binaire. Le deuxième, il se base principalement sur la séquence binaire pour réaliser ces opérations. C'est bon? OK. Donc, je vais aborder le sujet des chars, les machines de caractères, les caractères et les symboles. Et je termine la présentation d'aujourd'hui parce que déjà on a un dépassement de presque 30 minutes, alors que j'ai considéré que la séance ne durera qu'une heure. Donc, je vais essayer d'aller un petit peu vite pour clôturer sur, disons, cette partie liée disons les types scalaires. OK.
les types scalaires natifs via Julia. Alors, encore, on va introduire ici une notion un petit peu, disons, c'est pas spécifique à Julia parce qu'on la retrouve aussi dans le C, je pense. Sous Python, il n'y a pas cette différence. Sous Python, tout est considéré comme chaîne de caractères. Il n'y a pas la notion de char et la notion de string. Les deux sont équivalentes. Okay? C'est pour cette raison, pour définir un caractère, vous utilisez soit le simple quote, soit le double quote, soit le triple quote, soit le triple double quote. Il n'y a aucune différence. Okay? Tous vont vous générer à la fin une chaîne de caractères. Sous Julia, non. Il y a une différence entre le caractère et la chaîne de caractères. Le caractère, c'est un type basique, natif de Julia, codé sur 32 bits. Okay? Tout à l'heure, je vous ai montré l'exemple d'IL, le petit lapin. Alors là, j'ai fait plusieurs exemples. Par exemple, le C1, ça renferme tout simplement le caractère C. Le C2, ça renferme le caractère 1, mais c'est la valeur entière 1. Le caractère 1, puisqu'il est délimité par les simples quotes. C'est disons, les symboles qu'on utilise pour initier un caractère sous Julia. C'est le simple quote. On peut aussi mettre tout simplement l'Unicode. Donc, je peux utiliser par exemple la valeur bêta, je peux utiliser le lapin, je peux utiliser même les emojis pour les déclarer comme soit des variables, soit des valeurs, des caractères disons, attachés ou alliés à des variables données. Donc, je peux faire tout ça. Et si on prend les 4 déclarations et on cherche leur type, vous voyez bien ici dans la 5e ligne, tous les types sont des chars. Okay? Donc, sous Julia, un char, c'est tout simplement un type qui est délimité par, disons, une simple code et qui est codé sur 32 bits. Alors, vous allez me dire que, est-ce qu'on peut faire ça? Puisque un caractère est déclaré par, disons, les simples codes. Donc, est-ce qu'il y a possibilité de mettre ça? Est-ce que ça, on peut le considérer comme caractère? Ben, tout simplement non, parce que ça, c'est un objet, c'est une valeur composée de 2 caractères. Alors que le caractère, comme type, il contient un seul composant et non pas 2. Donc, si vous tapez ça et vous exécutez, il va vous retourner une erreur. Ce n'est pas un caractère, c'est une chaîne de caractères. OK? Et la chaîne de caractères, on va la voir après, c'est une collection de données composée principalement par les caractères. Moi, qui me à la manière de LC, la chaîne de caractères, ce n'est pas un tableau de caractères. La chaîne de caractères, c'est un objet à part. D'où le comportement, le tableau, qui me un tableau. On va voir ça lorsqu'on va passer à la deuxième partie, il y a la partie d'IL, disons, les collections de données, ou là, disons, les types natifs composés de Julia. Jusqu'à maintenant, on est les types simples, les types basiques, les types scalaires. Comme on l'a fait pour les entiers, on peut aussi lister les méthodes liées, ou les méthodes qui manipulent les caractères comme argument. Donc, on a aussi une panoplie de méthodes. Vous pouvez toujours y accéder en utilisant méthode suite et vous passez comme argument le nom de le type, mais c'est de la variable, le type, par, avec C majuscules. Et comme ça, vous aurez de la liste. Donc, ça, c'est une liste. Vous voyez bien ici que la liste n'est pas très grande, okay? Parce que c'est un type natif. On va l'employer principalement pour construire des types un petit peu plus complexes tels que les chaînes de caractères ou autre chose. Donc, le nombre de méthodes qu'on peut utiliser avec ce type-là, il est un petit peu limité par rapport aux autres. Le dernier type basique, c'est ce qu'on appelle les symboles. Alors, les symboles n'ont pas la réalité disons, chez l'équivalent réel, le caractère, عنده l'équivalent ديالو في la langue, c'est les éléments de l'alphabet ou les éléments les nombres, les digits, les nombres décimaux, les virgules, les symboles. Donc on a quelque chose disons, il y a une sorte de correspondance entre le type, le langage de programmation et entre son correspondant, le monde, disons, réel. Alors que les symboles, non. Les symboles, c'est tout simplement une sorte, un type de données qu'on va utiliser principalement
au niveau des dictionnaires pour déclarer les clés. C'est très utilisé au niveau des clés. Au lieu d'utiliser les clés sous forme, par exemple, de chaîne de caractères, ce qui est permis aussi, hein, on les utilise sous forme de symbole. Alors, pour déclarer un symbole sous Julia, il suffit de taper, par exemple, la variable A. Je vais stocker dans la variable A le symbole A. La différence entre les deux, c'est que le A ici, c'est le nom de la variable. Le A qui est après l'opérateur d'affectation, je le précède de 2 points pour dire au compilateur qu'il s'agit tout simplement d'un symbole. Alors, je peux mettre, disons, ce que je veux, les symboles comme nom, il n'y a pas de limitation. Donc, je peux mettre, par exemple, mail, comme ça sera un symbole aussi. Vous voyez bien, toujours, il commence par 2 points. Je peux mettre, par exemple, valeur. Ça, je peux mettre même des noms composés, hein, comme ça, ça marche. OK? Donc, il n'y a aucune limitation sur le nombre d'IL. Par contre, la taille occupée de la mémoire, ça va dépendre aussi du nombre de caractères utilisés si je prends par exemple ce symbole-là et je demande à Julia de me donner la taille, size of, vous voyez bien, il va me retourner 14 bytes. Pour la simple raison, si vous faites le compte le nombre des caractères utilisés pour déclarer ce symbole, vous allez trouver qu'il s'agit de 14 caractères. OK. Donc, pour le moment, on peut faire la même chose aussi pour lister la liste des méthodes qui manipulent les symboles. Donc, on pourra faire la même chose, oui, méthode suite, et on passe comme nom de type symbole avec S majuscule, et il va nous lister la liste. Et vous voyez maintenant que la liste est un petit peu longue. Parce que, comme je l'ai dit, les symboles sont très utilisés au niveau le nommage les clés des dictionnaires. Parfois, on l'utilise aussi pour nommer les tuple nomen. Le type spécial, j'ai oublié les tuple nomen. Named tuple. Donc, ils sont très utilisés. C'est pour cette raison que le nombre des méthodes qui manipulent comme argument les symboles est très grand par rapport aux caractères. Et donc, ce sont les principaux types de bases que Julia peut manipuler. C'est comme ça qu'on les déclare. C'est comme ça qu'on... Pour le moment, on n'a pas vu comment les utiliser. Ça va venir après, parce qu'on va aborder le sujet des fonctions et tout ça. Donc, on va voir comment les utiliser. Mais pour le moment, on a une idée un petit peu claire sur la structure hiérarchique des types de bases. Okay, à commencer par les nombres, avec leurs différentes ramifications, qu'il s'agit d'entiers, qu'il s'agit de flottants, qu'il s'agit de complexes, qu'il s'agit de rationnels et tout ça. Et en passant aussi par les briques de base qu'on va employer pour construire les chaînes de caractères et après manipuler les textes et tout ça. Donc, c'est les caractères tout simplement. Et terminons avec les symboles qui ont une utilité très grande au niveau des dictionnaires et, disons, principalement les dictionnaires. Les dictionnaires et les quelques types spéciaux de structures de données utilisés par Julia. Alors, si vous n'avez pas de questions ou de remarques ou de suggestions, je pense que je vais terminer sur ce que je viens de dire. Et encore, je vous remercie pour votre présence en espérant que vous avez passé du bon temps et que vous avez appris quelque chose de nouveau concernant ce logiciel, ce langage de programmation. Pour la prochaine séance, je pense d'abord que ça sera une séance plus longue que celle prévue. Donc, ça sera une séance peut-être de 2 heures. Et je pense que je vais la programmer la semaine prochaine, d'ici 15 jours. Donc, j'essaierai qu'elle soit dans la semaine prochaine.
j'essaierai. Sinon, ça sera dans 15 jours, donc au maximum. Comme ça, pour que les choses restent frais au niveau de votre mémoire. Ah oui, oui, dans tous les cas, je viens de créer un repositoire au niveau de mon GitHub. Donc, je vais le partager avec vous et comme ça, vous aurez l'accès le notebook. Vous pouvez l'exécuter si vous le voulez. Il suffit d'installer plutôt. C'est simple l'installation du Hello sous Julia et vous pouvez l'exécuter directement. Ça sera plus intéressant pour expérimenter les notions qu'on vient d'introduire. Inch'Allah, on a fait aujourd'hui qu'effleurer une partie de l'iceberg de Julia. Donc, je pense qu'on va essayer de... Bon, comme je l'ai annoncé au début, ça sera une série de formations. Et donc, aujourd'hui et la séance prochaine, ça sera principalement consacré la maîtrise, disons, la connaissance approfondie du système de typage de Julia avant d'aller plus loin et voir comment utiliser de Julia dans différents champs d'application, qu'il s'agit de l'intelligence artificielle, qu'il s'agit de traitement de signal, qu'il s'agit de traitement d'image, qu'il s'agit de théorie de contrôle, tout ça, donc mathématiques, la résolution des équations différentielles. Donc, il y a pas mal de choses à voir. Et donc, j'espère qu'on va passer, disons, de bons moments autour de ce joli langage de programmation. Bon, s'il n'y a pas d'autres remarques ou de suggestions, donc oui, one question, please. To what type of project is Julia particularly suited for? Je pense qu'il n'y a pas de, disons, de limitation. Vous pouvez faire avec Julia ce que vous voulez. Ce qui va vous limiter, c'est tout simplement votre imagination. Mais comme je l'ai expliqué au départ, elle est particulièrement orientée ou elle est, disons, plus fort sur le domaine des sciences de données, le domaine de l'IA, le domaine du calcul scientifique, le domaine du traitement de signal, scientific computing, oui. Donc, ces domaines-là, il est très fort. Il est très fort, il est très rapide. On va voir. On va faire après des petites comparaisons entre Julia et Python. Vous allez voir la différence. Il y a une grande différence au niveau de la rapidité d'exécution et la facilité de l'écriture de le code. C'est vraiment stupéfiant. C'est bon, c'est bon. Donc, on se voit, Inch'Allah, sur la prochaine séance. Donc, j'essaierai qu'elle soit la semaine prochaine, sinon, comme je l'ai dit, d'ici 15 jours. Et donc, je vais mettre en ligne dès que possible ce qu'on vient de voir aujourd'hui. Et j'espère que vous avez bien, disons que vous avez bien acquis de nouvelles connaissances concernant les logiciels, concernant les langages de programmation. Yallah, je vous souhaite bonne fin de soirée et à bientôt, Inch'Allah. Yallah, salam alaikum.